meilleur levier pour s'améliorer en vente, c'est le terrain. La prospection purement outbound, tu vois, c'est mon dada. Je sais plus si t'as les noms, mais tu vois, il y en a une qui fait genre 100, 200, 300 000 euros par mois, juste Ouais, accompagnement. je suis convaincue que quand on veut faire de l'acquisition ou qu'on veut faire de la croissance, à 100%, il faut passer par là. En gros, l'idée, c'est quand même, tu vois, de comprendre de quelle manière est-ce qu'on peut associer l'humain à l'IA. Parce que si tu comprends pas le process qu'il y a derrière, il faut pas juste que tu acceptes ce que ChatGPT te donne. Je sais pourquoi ils signent avec moi. Ils signent avec moi parce qu'ils connectent avec moi. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils vont mettre X nombre d'euros. 5 ingrédients, c'est 5 points clés. Si tu les as à la fin de ton call, ça peut te permettre de savoir. Déjà, je précise, je sais pas quand le monteur fera l'intro, donc bon, là je vais pas faire l'intro maintenant, mais en général il débute comme ça, parce que j'ai vu que le watch time était meilleur quand tu faisais une intro qui était pas vraiment une intro, on va dire. Ok, ça marche. Hop. Mais ouais, franchement, je suis trop content de t'accueillir ici dans Offcast, parce que effectivement, on se parlait pas mal il y a pas mal de temps, on s'est plus trop parlé depuis. Je voulais quand même t'accueillir depuis longtemps dans le podcast, que j'ai pas mal de questions pour toi. Je pense que t'as quand même pas mal évolué depuis qu'on s'est parlé. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression de te voir un peu partout dans le milieu, entre guillemets, vente, sales, etc. Donc écoute, bienvenue, j'ai pas mal de questions pour toi. Comment tu vas? Merci. Bah écoute, ça va, nickel. Effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Je pense que la dernière fois qu'on avait échangé, c'était à peu près l'année dernière, l'été dernier. Ouais, Et c'est vrai que ça bouge beaucoup. Ça a pas mal bougé, donc on pourra en discuter là, effectivement, petit à petit. ouais, carrément. Est-ce que juste avant qu'on commence, tu peux rapidement te présenter? Et au passage, du coup, bah, je serai au moins ce que tu fais maintenant, parce que même moi, je suis même pas sûr d'être au courant, tu vois. Ok, alors pour faire simple, je suis la fondatrice de l'agence Cognito, qui est une agence spécialisée en stratégie commerciale. Donc on accompagne principalement des PME dans leur croissance commerciale. On va aller un petit peu plus dans les détails parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais, Et, c'est... et en parallèle de ça, je fais beaucoup de coaching commercial auprès des dirigeants et des indépendants. Ok, ultra clair. C'est que dans ma tête, tu voulais pas te... Alors, tu me diras, mais tu voulais pas te focus uniquement sur la partie coaching quand on s'était parlé? Oui, je devais effectivement. Mais je pense que j'aime quand même beaucoup le fait de toujours travailler avec du B2B pur. Ce Ouais, que j'entends par B2B pur, c'est que dès le moment où tu fais du coaching, surtout auprès de la cible plus indépendant, bah du coup tu vas être beaucoup plus en one-one avec une personne, en indé, etc. Et moi, la partie purement vente auprès des B2B, déjà, ça me permet, tu vois, de garder un pied sur la partie acquisition, sur la partie vente, sur la partie négociation aussi de contrat et derrière aussi de développer d'autres leviers finalement parce que bah, du coup tu peux avoir un MRR qui va être beaucoup plus intéressant par exemple et donc finalement je fais du 50-50 sur les deux et ça me convient beaucoup mieux. ok. C'est vrai que justement, c'était ma première question, parce que en fait, c'est un peu une problématique que j'ai aussi actuellement. Alors, moi aussi, je pense depuis qu'on s'est parlé, j'ai un peu switché, maintenant c'est uniquement accompagnement aussi. Et en fait, là, je vois que la distinction pure B2B est en train, entre guillemets, de s'effacer pour mon business, et même en général, je pense pour le business en général. Enfin, j'ai l'impression que tu as un B2, alors business, du coup, c'est entreprise, B2 C'est indépendants qui sont des B2B quoi en freelances, gros. et après, tu commences à t'adresser à des personnes qui sont vraiment indépendantes, etc. C'est quoi ta vision là-dessus? Parce que c'est vrai que moi, du coup, je suis un peu perdu en mode, je sais même plus presque si je fais du B2B ou alors du B2 freelance qui est en train de devenir agence, etc. Tu vois? Bah, je pense qu'on peut l'appeler un peu comme on veut, tu vois, finalement, parce qu'il n'y a pas forcément de termes très spécifiques à ça, dans le sens où, certes, c'est pas du B2C non plus, parce que tu t'adresses quand même à des entrepreneurs ou des Ouais. entreprises, mais c'est juste de se demander, est-ce que c'est important pour nous plutôt, tu vois, de travailler avec des indépendants, genre une personne, ou est-ce que c'est important quand même de travailler un petit peu plus avec une entreprise? Donc une entreprise, ça va être une entité. Ça pousse aussi à avoir des échanges lors de tes visios, de tes rendez-vous avec plusieurs personnes, plusieurs décideurs. Donc ça va être par exemple le CEO, son CMO, d'autres personnes qui vont intervenir aussi à d'autres moments. Moi, tu vois, ça peut m'arriver aussi de faire du coaching commercial auprès d'équipes sales, donc je vais aussi intervenir à ce niveau-là quelquefois. Ça, tu vois, c'est quelque chose aussi que je vais développer là un petit peu plus cette année. Euh, du coup, je pense que ça dépend, tu vois, de comment est-ce que nous, on veut l'appeler, parce que dans la réalité, quand tu vises juste des indépendants ou des particuliers, entre guillemets, bah, dans la réalisation du processus de vente en tant que tel, on va être vraiment sur du B2B2C.
en gros. Ouais. Mais là, dans notre cas où tu es sur du 50-50, bah, de base, en fait, ça reste quand même du B2B parce que dans l'approche telle que on fait de la vente, tu t'adresses à des entreprises quand même. Ouais. C'est que je me dis ça parce qu'en vrai, l'intuition que j'ai, enfin, je dis intuition, en vrai, c'est presque une vérité qui a été prouvée, c'est que, en vrai, le marché des indépendants est en train d'exploser. Enfin, tu vois, genre, que ce soit avec l'IA et les gens veulent plus de job, ils veulent être tout seuls. Donc, quand tu t'adresses juste à un indépendant qui veut rester indépendant, je pense que t'as un marché énorme. Alors, c'est pas forcément mon marché prioritaire, mais franchement, ceux qui font focus indépendant freelance, enfin, dans 5 ans, je pense que presque tout le monde va être freelance, tu vois, presque. Je suis hyper d'accord avec toi et moi c'est pour ça aussi que tu vois quand on avait échangé l'année dernière, je t'avais dit en fait je veux vraiment capitaliser sur la partie accompagnement, sur la partie coaching auprès de ma cible, tu vois, qui reste aujourd'hui ma cible, donc ça va être des indépendants, des dirigeants. Euh, je les accompagne toujours, ça me fait toujours autant kiffer et c'est voilà 50% quand même de mon activité. Et je pense aussi que ça va de plus en plus se développer, etc. Mais après, la réalité, c'est que surtout sur des personnes qui se lancent au démarrage, bah, en fait, ils sont un peu frileux. Tu as forcément moins de budget. Tu as des craintes un petit peu sur est-ce que je me fais former, je me fais pas former, je me fais accompagner. Même quand tu te fais accompagner, bah, en fait, il y a quand même certaines personnes qui finalement se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Donc, en fait, tu as quand même pas mal, tu vois, de turnover à ce niveau-là. Et moi, c'est un petit peu, on va dire, moins la partie qui me fait vibrer. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même envie de garder, tu vois, le pied sur une partie purement B2B entreprise que je maîtrise. Et aussi, c'est ce que je transmets à mes clients. C'est-à-dire que moi, sur la partie 1D, quand je les Ouais. coach à la vente, quand je les forme, bah, je les forme à acquérir des clients en B2B. Je forme beaucoup, tu vois, de dirigeants d'agences. Je vais former aussi des personnes qui, par exemple, fondent une boîte, une start-up. Et donc, forcément, si moi, je pratique plus mon propre job en parallèle, bah, à un moment, je vais être has-been. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important pour moi, tu vois, de continuer à développer l'agence, de continuer à rester, en fait, au cœur de ce qui se fait dans mon activité, de rester aussi au cœur des négociations que je vais avoir avec des clients. Et donc, ça me permet aussi de transmettre plus facilement pour que bah, dans 5 ans, quand le mouvement sera bien mis en place, bien ancré, bah, que je sois pas du tout à l'ouest quoi au niveau des pratiques, surtout avec l'IA qui arrive, enfin qui est Ouais. bien en place aujourd'hui, mais avec pas mal aussi d'innovations qui sont en train d'arriver, etc. Donc c'est un peu pour ça aussi que moi, ça me convient bien, tu vois, de garder cette partie-là purement deux axes, sachant que je reste quand même solo hein, sur tout ça. Ok, ouais. Et c'est que, juste, t'as raison, c'est vrai que ça va vite de passer, entre guillemets, du côté obscur, où tu donnes des conseils, mais tu le fais plus vraiment. Et c'est vrai que ça Mm, fait peur en mode, avant, bah, forcément, tu prêches, entre guillemets, ce que tu fais. Et au fur et à mesure que tu développes, peut-être client en général, si tu fais, en tout cas, de la partie accompagnement, au moins tu fais vraiment, entre guillemets, ce que eux font. Et tu vois, même avec moi, je le vois bien, bah, je fais plus du tout de cold email. Enfin, je le vois avec mes clients, mm. je les accompagne. C'est en partie d'un accompagnement, mais je le fais plus. Et je vois qu'en vrai, t'as deux, trois limites où, en fait, du coup, quand tu commences vraiment plus du tout à le faire, c'est là où ça peut être un peu touchy, tu vois. Et est-ce que du coup tu penses reprendre un petit peu l'activité Non, non, de... parce que alors, franchement, justement, je sais pas comment tu fais parce que, enfin, effectivement, moi, à un moment, j'avais presque les deux, j'avais l'agence encore et l'accompagnement. J'ai, entre guillemets, volontairement tué l'agence pour faire focus accompagnement parce que le 50-50, en vrai, me tuait l'énergie, etc. Comment tu fais? Parce que là, toi, t'es vraiment, entre guillemets, 50-50. Mm. Ça va, Bah, là, je peux j'ai pris 1 mois de vacances en août, j'en avais besoin, tu ok. vois. En réalité, ça peut te rendre un peu schizo quelquefois, je vais pas te le cacher. Mais en fait, il faut réussir à s'organiser, à scinder son temps et à accepter aussi que tu vas pas aller aussi vite que tu as envie. C'est surtout ça. Parce que la réalité, c'est que si tu focuses sur une seule activité à 100%, forcément, tu vas aller beaucoup plus vite au niveau de ton Ouais. acquisition, au niveau de tout, ton système. Là où si tu fais du 50-50, ça va être un petit peu plus au ralenti. Mais au moins, moi, je me sens alignée, tu vois, par rapport à euh, ces deux activités-là. Donc, c'est juste que je vais accepter moins de clients, je vais pousser moins d'offres sur certaines périodes. Je vais un petit peu équilibrer, tu vois, de cette manière-là. Donc, par exemple, sur la partie accompagnement, maintenant, j'ai réduit un petit peu les accompagnements one-one. Là, je suis en train de lancer un workshop pour plutôt capitaliser sur de l'accompagnement groupé, chose que je faisais pas avant. Sur la partie purement agence, je fais en sorte aussi que de plus en plus mes offres elles soient axées plus sur de l'upsell, sur de la fidélisation,
plus que là où avant je vendais plus des audits et donc du one shot. Donc je vais plus opérer de cette manière-là plutôt que sur du volume client en gros. Ok. Et sans te demander ton CA, en termes de CA, t'es quand même à 50-50. Enfin, en vrai, les deux sont plus ou moins équilibrés. Ouais, Ah, aussi, en bizarrement, plus, ouais, parce que ça, parce que parfois, tu pourrais être un qui dépasse beaucoup l'autre et on pourrait penser que l'agence dépasse, mais pas forcément. là sur la vision 2026 et en gros sur ma projection, Ouais. l'agence va dépasser. Mais en tout cas, à date, vu qu'en plus l'année dernière, je capitalisais un petit peu plus sur la partie accompagnement, parce que forcément aussi, il y a des moments où tu vas un petit peu plus délaisser une activité que l'autre. Ouais. Là, c'est tout juste maintenant, tu vois, après un an d'activité où je cumule les deux vraiment en full time, où j'arrive à avoir un petit peu plus de visibilité sur de quelle manière est-ce que je peux les développer en même temps. Et donc, bah là, en tout cas, sur cette année, tu vois, je suis vraiment sur du 50-50. Peut-être que l'agence est en train d'aller un petit peu au-dessus, mais max 55%, quoi. Ok. Et justement, comment t'organises un petit peu ton accompagnement pour pas, entre guillemets, faire que du one-to-one et juste vendre ton temps en mode session de coaching de 30 ou 1 heure? Comment tu l'as organisé pour être un peu plus, entre guillemets, scalable? J'ai créé un parcours de formation digitale. Ok. Donc, il y a plusieurs vidéos qui sont tournées, des exercices. Il peut se faire vraiment à 100% en autonomie. Parfois, je me demande même, tu vois, pourquoi certaines personnes prennent du one-one avec moi. Mais le one-one permet d'aller un petit peu plus loin dans les pratiques, tu vois, dans les mises en situation, surtout sur la vente, parce que bah, du coup, ensemble, on va pouvoir faire du call directement, on va pouvoir travailler sur le pitch commercial, répondre aux objections, etc. Mais du coup, moi, ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps, tu vois, à ce niveau-là, parce qu'en gros, il y a à peu près 12 heures de contenu vidéo qui sont enregistrés, Ok. avec tous les exercices, avec tout le process, avec vraiment tout le schéma, en gros, de quelle manière est-ce que tu peux être un bon sales pour ta boîte en ayant, genre, mon cerveau à dispo. Donc ça me permet, tu vois, de moins vendre mon temps. Et après, derrière, je vais répartir les sessions one-one. En gros, c'est réparti sur 8 semaines et on va avoir des sessions de 30 minutes toutes les semaines. Sauf les 2 premières sessions qui sont des sessions d'1 heure parce que forcément, on va creuser un petit peu plus, aller un petit peu plus loin dans certains sujets. Ok. Et là, du coup, tu passes en mode workshop, en mode collectif pour plus scaler ça? Ouais, là, je fais le test. En gros, je lance un workshop le 6 octobre. Donc, c'est tout récent. Ok. Mais tu vois, j'ai lancé une liste d'attente, genre avec un post LinkedIn, et j'ai déjà 40 personnes qui sont inscrites dessus, alors que de base, j'ai 12 places dessus, quoi. Ok. Bon, après, voilà, la liste d'attente, ça Ouais, veut c'est pour ça, rien ouais, dire. c'est ça, parce que je connais des stats Euh, qui ont 100 000 personnes en liste d'attente et il y a personne qui paye. Alors, je ouais, pense que ce sera pas ton cas, mais ouais, voilà, ça veut rien dire. mais en fait, ça permet, tu vois, déjà de voir en gros s'il y a un intérêt, sachant qu'en plus, moi, ce workshop-là, l'idée aussi, c'est de pouvoir le vendre en interne sur les inscrits déjà sur Krusty Sales, parce qu'en gros, j'ai certains de mes élèves qui avaient acheté par exemple la formation sans le one-one, ou même d'autres qui veulent par exemple creuser certains sujets, etc., bah, qui m'ont déjà dit qu'ils seraient chauds de rejoindre le workshop. Donc en fait, l'idée aussi, c'est tu vois, de faire de l'upsell en interne, de vendre un petit peu aussi en externe. Et je me dis que si ça, c'est un format qui marche bien, bah, en fait, derrière, moi, ça va me permettre de vendre juste ma formation digitale sans vendre un accompagnement one-one. Derrière, de proposer genre 3 ou 4 workshops dans l'année. Et comme ça, bah, je vends plus trop mon temps en one-one, quoi. D'ailleurs, enfin, alors déjà, je vois les commentaires pour ceux qui disent qu'il y a beaucoup d'anglicismes, il y en a beaucoup, bon, en soi, tant pis. Mais surtout pour la partie workshop, en vrai, tu veux dire quoi? Parce que même moi, quand tu dis workshop, ça veut un peu tout et rien dire. C'est quoi un workshop? C'est un atelier. Donc, c'est un atelier qui va se faire en 6 sessions live. Ok. Euh, Live, donc c'est du direct en français. Ouais, non, mais t'inquiète. Ouais. Non, mais je sais que je fais trop d'anglicisme. Ah, mais je J'essaye suis de faire pareil. attention en plus pour le coup. C'est l'écosystème startup, Ouais. ça. Mais en gros, workshop, ça veut juste dire atelier. Et Ok. donc, l'idée, en fait, c'est qu'on ait plusieurs ateliers et chaque atelier va traiter d'une thématique, mais il y a un seul objectif. Tu vois, là, par exemple, l'objectif, c'est de lancer des campagnes de prospection automatisées et surtout d'apprendre à utiliser ChatGPT pour rédiger ses mails de prospection de manière efficace, hein, je Oui, ouais. précise. Ouais, précise, ouais, parce que j'en vois parfois, c'est pas trop efficace, quoi.
Non, non, là, c'est testé, approuvé et surtout, enfin, en gros, l'idée, c'est quand même, tu vois, de comprendre de quelle manière est-ce qu'on peut associer l'humain à l'IA. Parce que si tu comprends pas le process qu'il y a derrière, il faut pas juste que tu acceptes ce que ChatGPT te donne, mais par contre, il faut absolument s'aider de l'IA pour qu'il t'aide dans ta rédaction, pour qu'il t'aide aussi dans la correction, pour qu'il t'aide à gagner du temps. Et en fait, c'est vraiment l'objectif, tu vois, de l'atelier, donc du workshop. C'est juste que parfois, tu as certains termes qui sont un petit peu plus stylés pour vendre. C'est juste ça. Ouais. Mais du coup, là, typiquement, si tu fais un workshop où vous êtes 12, c'est genre 12 qui se connectent, t'es en partage d'écran, tu leur montres en direct. Et ils se posent des questions, en gros. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils passent à l'action. Genre, après chaque atelier, ils ont un exercice très spécifique à faire. On se retrouve 3 jours plus tard en live à nouveau. Chacun a déjà fait. En fait, on avance sur les autres sujets. Et après, la dernière session, c'est une session vraiment purement question-réponse pour que moi, je puisse corriger certains sujets, relire, etc. Et après, si on a certains qui veulent peut-être aller un petit peu plus loin parce qu'ils ont besoin absolument que je réponde à des questions ou quoi, bah à ce moment-là, tu vois, ils peuvent prendre une session one-one avec moi d'une heure, par exemple, pour creuser un sujet en particulier. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent avoir toute la matière pour lancer leur campagne, comprendre comment utiliser ChatGPT, comprendre quoi utiliser comme outil, comment faire du scrapping, etc. Ok, ultra intéressant. Je pose la question parce que justement, j'ai volontairement fait ce mood également en septembre, où là, ce que du coup, ouais, c'est Ok. un accompagnement. Je fais pas pour l'instant d'upsell et de cross-sell. Genre, où je vends la formation, une partie, c'est genre accompagnement off-bound et t'as plus ou moins tout, entre guillemets. Et justement, là, je commence à faire des sessions de groupe. J'ai la première d'ailleurs demain. Et c'est vrai que et c'est différent. Je t'avoue que le format que j'ai fait, moi, c'était une fois par semaine, session de groupe où tous les gens peuvent passer, ils me posent leurs questions, etc. On fait du consulting pur. Et une session par semaine en plus, workshop. J'appelais ça workshop, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire. Maintenant, je le sais. J'en invite que deux ou trois personnes maximum. Et là, du coup, je les conseille vraiment sur leur stratégie, entre guillemets, d'acquisition. Donc, voilà, j'ai fait plus ou moins le même modèle, à voir comment ça se fait. Parce que les personnes sont parfois un peu plus réticentes aussi, tu vois. Parce que t'as le truc de À la se peur, connecter. ben non, pas se connecter, mais la peur de, voilà, peut-être pas toi, parce que c'est les indépendants, mais tu vois, moi, c'est quand même des CEO d'agence pour la majorité. Les CEO d'agence, tu les fais pas faire un webinaire où ils sont 30, etc. Tu vois, ils ont pas le temps. Donc, il faut traiter ça, entre guillemets, de manière un peu différente, tu vois. Parce que toi, là, il serait combien en live au total? Je sais pas, bah, workshop, c'est deux trois maximum, ce qu'il faut réserver. Les lives, pour le coup, enfin, ils peuvent être 40 s'ils viennent tous d'un coup, mais je pense pas qu'ils le viennent. Donc, c'est entre guillemets un peu à la carte comme ils veulent. Donc, bah, à voir. Je verrai demain. Ok. Bah, effectivement, en fait, l'idée principale, tu vois, c'est qu'ils sachent précisément, enfin, qu'ils soient à l'aise, en gros, pour Ouais. parler, pour échanger, pour poser des questions. Moi, pour avoir déjà animé, tu vois, quelques sessions avec ce type de profil-là, parfois, je trouve même que justement, des fondateurs d'agences, ils sont même limite plus à l'aise. Par contre, il faudrait qu'ils soient limite entre eux, quoi, entre fondateurs d'agences. Enfin, tu vois, ce que je remarque, c'est que souvent, ils aiment bien être entre eux ou avec des personnes qui leur ressemblent, quoi, enfin, pour se sentir plus à l'aise. Je sais pas si tu as remarqué ça. Ouais, bah, c'est 100%. Bon, en vrai, je pense que c'est un biais humain. N'importe quelle personne, en vrai, se sent plus à l'aise avec les personnes qui lui ressemblent. Donc, ouais, pour l'instant, moi, Ouais. c'est OK parce qu'en vrai, genre 90% de fondateurs d'agence, donc en vrai, ça, c'est good. Je me pose la question maintenant, si jamais, entre guillemets, j'élargis un peu la cible. C'est vrai que si t'es fondateur d'agence et que tu parles à un freelance, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Donc, ouais, bon, à Ouais. voir. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, en fait, que ça, c'est un petit peu tricky, hein. Genre, moi, je sais que de mon côté, tu vois, au niveau du coaching, à la base, je ciblais purement les indépendants. J'avais de plus en plus de dirigeants. Et maintenant, j'essaye un petit peu, tu vois, d'équilibrer, en fait, cette partie-là pour bah, avoir des ateliers dédiés selon la cible, quoi. Mais tu vois, moi, je le remarque, en fait, en one-one, les dirigeants que j'accompagne, ils interagissent jamais, au grand jamais, sur le Discord collectif de Krusty Sales, quoi. Ils vont même pas dessus, en fait. Et même au niveau de tout ce qui va être exercice, etc., tu vois, ils le font pas. Ils me disent, bah non, moi, je veux juste tout faire en one-one avec toi. Et c'est là où c'est un petit peu plus délicat, tu vois. Mais en fait, comme je le disais, à un moment, il faut accepter de s'asseoir sur du business et voir qu'est-ce qu'on veut prioriser. Ouais, 100%, 100%. Et juste, je me pose la question, ton acquisition vient d'où? Parce que c'est vrai que je te vois beaucoup passer sur LinkedIn, mais je sais pas, de un, sur LinkedIn, quels sont tes canaux, hein, quels sont tes systèmes de conversion, et si t'en as d'autres, du coup, à part de LinkedIn. Oui, alors, on avait fait les campagnes Lemlist C'est ensemble. vrai, c'est vrai ça.
Moi, je savais déjà, tu vois, rédiger des mails, etc. Parce que bah, c'est quelque chose que je faisais quand même dans mon ancienne boîte. Mais c'est vrai que l'utilisation de Lemlist en tant que telle, je l'utilisais pas trop comme outil. Et du coup, j'avais fait la formation avec toi. Je te fais ton petit moment pub. Mais en gros, j'ai une acquisition en gros sur la partie agence qui est principalement via du Lemlist. Ah ouais, ah, je savais Mais pas de ça. Attends, aussi, c'est une bonne, c'est une bonne pub. Ouais, je savais pas que tu l'avais laissé et que ça marchait. Ok. ouais, alors après, tu vois, j'ajuste les campagnes au fur et à mesure. Ouais. Ça dépend, tu vois, des différentes approches, de qui est-ce que je veux cibler, pourquoi, etc. Donc, j'essaie un petit peu d'ajuster au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, moi, la prospection purement outbound, tu vois, c'est mon dada. Genre, c'est ce que j'ai toujours fait dans mes anciennes boîtes. Et du coup, c'est principalement ce que je prône. Et je suis convaincue que quand on veut faire de l'acquisition ou qu'on veut faire de la croissance, à 100%, il faut passer par là, en gros. Et l'avantage aussi quand on a un profil avec une petite notoriété sur LinkedIn, Vas-y, tu peux c'est le dire. que Tu peux le dire. non mais ça va, c'est minable par rapport à d'autres personnes, tu vois. Donc c'est rien, mais c'est juste que ça permet, tu vois, de créer de la confiance finalement. Ça permet de créer de la confiance, ça permet aussi, tu vois, de mettre en avant notre expertise et du coup petit à petit quand tu ajoutes des personnes avec l'Emlist ou que tu leur envoies un message, bah, en fait ton taux de réponse il est plus élevé aussi. Donc en fait ça permet, tu vois, d'avoir beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de réponses, beaucoup plus de rendez-vous aussi. Donc ça aide. Donc Ouais. y a ça, donc c'est l'Emlist associé en gros à la création de contenu sur LinkedIn, euh, côté agence. Et après, mon acquisition sur la partie purement accompagnement one-one, là, ça va être du LinkedIn. Mais parce que j'ai jamais poussé l'agence en fait sur LinkedIn pour le coup. Vraiment, mon profil, là, je l'ai brandé tout récemment sur la partie agence parce que justement, je suis en train un petit peu de changer et que je veux plus trop faire des accompagnements purement one-one et que j'ai un avantage aussi qui est rattaché à la partie acquisition, c'est que j'ai beaucoup de recommandations. Donc en fait, moi, Ouais. mes clients contents, ils me recommandent à d'autres personnes, ce qui fait que j'ai un pool de clients qui arrivent comme ça, que ce soit via l'agence ou via Krusty Sales, donc la partie purement coaching. Mm. Et après, derrière, sur mes clients côté agence, donc ça, on pourra en parler tout à l'heure, tu vois, sur qu'est-ce qu'on propose, etc., au niveau Ouais. des différents Chaud. services. Mais du coup, derrière, en fait, je les upsell sur du coaching commercial pour leurs équipes aussi. Et donc, en fait, je vais garder mes clients sur le long terme et je vais pouvoir les convertir, en fait, sur d'autres services. Ok. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que t'es la preuve, entre guillemets, que ce qui est, entre guillemets, trop bien que la prospection, surtout avec l'Emlist, c'est que tu peux le faire en soum-soum, tu vois. Enfin, là, c'est un peu ce que tu fais, tu vois, genre, t'en parles pas. Et juste avec tes campagnes cold email, ça suffit, entre guillemets, pour avoir des clients. En vrai, c'est le seul truc, quand même, qui est un peu magique, parce que quand tu fais du contenu, t'es public. Quand tu fais des ads, en vrai, c'est pareil. Alors qu'en vrai, tu peux ne pas parler du tout de quelque chose. Juste, tu cibles les bonnes personnes, tu les prospects. Et du coup, ouais, c'est vrai que si t'as que ça, en vrai, c'est pas étonnant que ça marche. Mm. Ouais, à 100%. Même, tu vois, à un moment, en vrai, j'ai fait un petit peu de test avec du cold call parce que bah, moi, je pousse mes clients à le faire. Hein, Ouais, donc, faut le faire. forcément, je le fais aussi quelquefois. Et pareil, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, mais en fait, la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis solo, donc je peux pas absorber du volume. À un moment, tu vois, si tu génères un petit peu plus de 10 rendez-vous par semaine, il faut être en mesure de pouvoir les honorer. Ça demande pas mal d'énergie aussi. Derrière, il faut envoyer des propositions, convertir le prospect, etc., etc. Certes, c'est trop cool, mais moi, dans mes priorités aussi, tu vois, j'ai d'autres sujets comme par exemple ma santé, le repos, tout ça. Et donc, bah, ce qui fait que tu vois, je freine aussi certains leviers d'acquisition. Mais je suis à 100% d'accord pour dire que tu peux faire uniquement ton acquisition, par exemple, via l'Emlist et tu peux l'accélérer via d'autres leviers. Par exemple, moi, aujourd'hui, si je faisais du cold call, je pense que je pourrais avoir enfin, une Ouais. croissance beaucoup plus intéressante, tu vois. Mais je le ferai quand ce sera le bon moment. Tu te considères comme solopreneuse? Là, enfin, tu l'es? Ouais. Parce que dans Mm. l'agence, vous êtes quand même deux? Vous êtes toujours deux ou pas? Non, Non? on s'est séparés avec Marie-Christine. Ok, J'ai racheté les parts, en gros, de l'agence. ok, sur de bons termes ou pas?
Oui, 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 oui. En fait, Marie-Christine, c'est une très, très, très bonne amie, pour ne pas dire ma meilleure amie. Ok, Et en fait, ce qui s'est passé quand on a créé Cognito, donc depuis maintenant 2 ans, c'est que en parallèle de ça, on créait toutes les deux nos marques personnelles. Marie-Christine créait sa marque personnelle autour d'un média, en fait, ok, donc sur la carrière, ce qui n'a rien à voir avec la stratégie commerciale, ce qui n'a rien à voir avec vraiment l'activité de l'agence. Et ce qui fait que son média a pris une belle ampleur. Elle a ok, plus de 300 000 abonnés aujourd'hui sur top. ses différents réseaux sociaux. Et, euh, et donc, c'était beaucoup plus intéressant en fait pour elle de se concentrer sur ça, sur le développement de son média, de sa marque personnelle, et surtout qu'on peut pas tout faire parce qu'en fait, à un moment, on se retrouvait justement à gérer Krusty Sales, Cognito et la Jobsetteuse, donc le média. Et en fait, à un moment, on peut pas être partout. Donc, on a pris la décision justement de se séparer. Moi, j'ai racheté ses parts pour continuer à développer Cognito, etc. Et elle, de son côté, elle développe son média et ça se passe très bien des deux côtés. Mais du coup, ça, c'était aussi, tu vois, une aventure de l'année dernière parce qu'on a dû aussi, tu vois, prendre cette décision-là qui était pas évidente parce qu'on avait toutes les deux envie de développer les trois projets, mais qu'à un moment, c'était juste pas possible, quoi. Ouais. Alors justement, alors, j'ai une question sur ça. Tu me partages entre guillemets jusqu'à où tu peux aller, tu vois. Je peux te demander, on dire combien t'as acheté, mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui étaient un peu opaques là-dessus. Quand t'as une agence, on va dire comme la tienne, qui alors, je me rends pas compte combien tu faisais de chiffre d'affaires, mais tu vois, genre t'as quelques clients, ça tourne, mais c'est très très difficilement valorisable parce que vous êtes deux, c'est quand même vous qui la gérez, etc. Comment tu, alors c'est ta meilleure amie, donc c'est plus simple. Comment tu gères, comment tu lui rachètes les parts? Parce que genre là, genre comment tu définis ça? Je peux pas te demander, bah, peut-être comment tu l'as fait si tu veux, combien, mais genre comment tu fais ça parce que c'est tellement pas tangible que Mm. tu peux pas genre racheter des parts d'une agence si vous êtes à deux entre guillemets à 50-50. C'est un sujet hyper complexe pour Ouais. le coup qu'on a dû traiter genre de manière hyper précise en fait sur les chiffres. Nous pour le coup on a procédé hyper simplement. Ok, Ce qu'on a fait c'est que on a réparti déjà le capital. ok, C'était pas un gros capital, tu vois, on avait un capital à 3 000 euros. Donc déjà là il y avait juste les parts du capital. ok, Et après derrière en fait on a réparti les profits sur les dépenses globales de l'entreprise, etc. Et en fait, dès le moment où on a décidé de se séparer jusqu'à la moment où il y avait la réelle cession des parts, etc., bah, en fait, on a scindé les activités parce que moi, de mon côté, je continuais par exemple à développer l'agence, elle un petit peu moins, sachant qu'avant, bah, en fait, tout le média aussi de la Jobsetteuse était rattaché à Cognito au ah oui, démarrage. ah ouais, ok, ok, Ouais, donc, enfin voilà, c'était vraiment une activité tout en un. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Enfin, tu vois, par exemple, parce que du coup, sur la partie média, c'est de la création de contenu pur. Donc, en fait, tu vas avoir pas mal de partenariats, tu vois, avec des marques, ouais, etc. Donc, pareil, il y avait aussi un petit peu la vision long terme de, bah là, si par exemple, il y a tel partenariat, est-ce qu'on le garde sur plus tard ou pas, etc. Et en fait, on a décidé vraiment de simplifier les choses au maximum, que moi je garde de mon côté en fait tout ce qui est rattaché bah, à l'agence et à Krusty Sales, et elle de son côté sur la partie média. Et après on a réparti les profits en gros de ok, l'année ça va, qui ok, c'est était. simple, ok, Donc c'était très très simple. Il n'y a pas eu, tu vois, de valorisation ou des choses comme ça parce qu'en fait l'agence était encore hyper jeune, qu'elle avait 1 an, et que bah, on a trouvé un terrain d'entente qui nous convenait toutes les deux de cette manière-là. ok, ouais. Je pose la question, c'est vrai que parfois j'ai des potes, ils me disent qu'ils ont racheté les parts de leur associé, mais leur agence a 4 mois, tu vois, donc peut-être qu'ils ont fait un virement de 100 balles à leurs potes, mais tu vois, je me demande entre guillemets ce qu'ils ont racheté, tu vois. Et dans ces cas-là, ouais, Non, ok. mais t'as beaucoup de choses enfin, comme ça, hein, pour le coup. Moi, pareil, je connais, tu vois, des personnes qui disent oui, j'ai racheté telle boîte ou quoi. Et en fait, quand tu creuses et quand tu digues un petit peu, bah, en fait, c'est pas du tout un rachat, c'est juste un transfert de mot de passe de connexion à un mail. Mais du coup, voilà, je sais pas trop ce que ça inclut comme terme ou quoi, mais en tout cas, je pense que dès le moment où tu le fais, il faut juste que les deux personnes s'y retrouvent, et c'est principalement ça. Et en fait, nous, on a grave pris le temps, tu vois, de bien faire les choses. Genre, ça nous a pris presque 6 mois euh, Ouais. pour faire la session départ, la répartition, etc., pour que tout soit clean et pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait pas, tu vois, de frustration, quoi. Ok, ouais, je vois. Bon, tu pourras quand même mettre sur LinkedIn que t'as racheté Cognito, que t'es investisseuse. Investor. Ouais.
Ouais, j'évite un petit peu tous ces termes-là encore sur LinkedIn, moi. T'as prévu d'investir, toi, dans des boîtes, Valentin? Alors, investir, non, mais c'est une très bonne question. En vrai, je sais quand même, enfin, ça c'est plus entre guillemets une théorie d'enrichissement personnel, que faut avoir des parts dans des boîtes au bout d'un moment pour t'enrichir. Enfin, le cash flow, entre guillemets, je pense comme on le fait, tu vois, formation, service, c'est des business à cash flow, l'argent rentre tous les mois, etc. Tu peux le prendre en perso sur ta boîte et l'investir, mais t'es quand même capé, tu vois. Là où prendre des parts dans des boîtes, en vrai, c'est que ça si tu veux vraiment devenir vraiment riche, on va dire. Et Mm. l'objectif, c'est, et je sais que ça se fait beaucoup, peut-être surtout aux US, mais en vrai, je pense que ça varie en France, où tu vois, genre, quand, et c'est en vrai ma théorie, au plus je build entre guillemets ma personal brand et mes clients, etc., au plus j'aurai les opportunités, tu vois, pour prendre des parts. J'en ai déjà eu, mais c'était pas folle, etc. Je les ai pas cherchées. Donc, tu vois, c'est vraiment long terme, tu vois, entre guillemets. Ou bah écoute, vas-y Val, vu la notoriété que t'as dans tel secteur et expertise, tu prends 10%, tu nous aides et t'en parles, tu vois, ce que font beaucoup de gens. Donc pas investeur, mais je pense que ça, je vais le développer. Et d'ailleurs, je l'ai jamais dit publiquement. En vrai, c'est vraiment mon plan à long terme, tu vois. Et c'est, alors j'ai vu une analyse d'Hormozy. C'est presque le même fonctionnement. Bon, ça fait un peu too much. Je me compare pas à Hormozy, tu vois, mais c'est tu bulles ta personal brand à fond. C'est ce que j'essaie de faire. T'as un business à côté qui te rapporte pas mal de cash flow, qui te permet de bien vivre, etc. Comme c'est le cas avec accompagnement off-bound. Et in fine, l'objectif, c'est que tu prennes des parts dans des boîtes, soit avec tes clients actuels. Moi, tu vois, c'est peut-être possible qu'il y ait des agences qui me donnent des parts au fur et à mesure si je m'associe et que je fais de la stratégie avec eux. Donc c'est un peu ma théorie là-dessus et je pense que ça peut être une bonne, mais c'est vraiment très long terme, tu vois, en l'occurrence. Mm. De toute façon, il faut bien avoir une vision hyper long terme, hein, dans le business. Ouais. Genre, si tu essayes de voir juste tout ce que tu peux faire sur une seule année, pour le coup, enfin, en tout cas, moi, de ma petite expérience sur mes 3 dernières années d'entrepreneuriat, c'est que, en fait, plus tu capitalises sur du très long terme et plus tu vas t'y retrouver et plus tu as à y gagner, quoi. Ouais, 100%. Et quand je réfléchis long terme, le seul truc qui revient en vrai, c'est la personal brand. Enfin, même si il faut optimiser le profit, etc., faut avoir plus de clients, en vrai, le seul truc qui revient, c'est si dans 5 ans j'ai tel niveau de personal brand, etc., c'est tellement plus simple ensuite d'avoir des parts dans des business, etc. Franchement, bon, Mm, je pense que je te convainc pas, t'es déjà convaincu mm. par ça, mais ouais, je suis persuadé que c'est vraiment le futur pour le coup. Ouais, ça permet d'ouvrir pas mal de portes, effectivement. Autre question que j'ai vue, alors rapidement, je suis passé sur ta landing page pour Krusty Sales. Alors, je sais pas si c'était juste pour tes cas clients. Est-ce que tu as quand même beaucoup plus de femmes? Alors, ton accompagnement est pas genré, mais en vrai, enfin, j'ai l'impression que naturellement, tu as accompagnement d'hommes, tu as quand même plus d'hommes. Et t'en as, alors j'ai plus les noms, mais tu as des grosses influenceuses qui font uniquement accompagnement entrepreneuses pour femmes, qui font des chiffres de fou. J'ai plus les noms, je pense que tu les as. Est-ce que toi, tu as quand même plus de femmes ou pas dans ton accompagnement? Je dirais que je suis sur du 60% de femmes et 40% d'hommes. Ok, ok quand même, ok. J'ai pas mal d'hommes quand même. Après, je pense que tu vois déjà au niveau des avis, tout le monde n'en écrit pas. Que souvent, les femmes sont un petit peu plus sympas ou en tout cas prennent plus le temps, tu vois, de le faire. Tu as aussi, tu vois, une partie d'ego, parfois de pas vouloir dire que tu t'es fait accompagner, etc. Je sais pas trop. Mais moi, de mon côté, tu vois, j'ai pris le parti aussi de pas genrer, hein. Je me suis déjà fait accompagner sur toute la partie un peu croissance et on me recommandait de genrer Ouais, mon acquisition et de parler uniquement aux femmes. Mais j'ai pas envie de le faire parce que je me sens autant à l'aise avec des femmes que des hommes et j'ai autant envie d'accompagner les deux. Et, euh, et encore une fois, en fait, moi, je capitalise pas forcément sur la croissance court terme, mais plutôt sur vraiment une vision très long terme, croissance long terme, etc. Donc, je préfère plus, entre guillemets, hein, être une figure d'autorité dans mon domaine plutôt que de m'adresser uniquement à des femmes, etc. ok. Après, je connais, tu vois, quelques entrepreneuses qui s'adressent uniquement aux femmes et dont même certaines de mes clientes. Et, c'est vrai que ça permet d'avoir quand même de beaux résultats, hein. Pour le coup, enfin, il n'y a pas photo. Genre, ça permet vraiment de convertir assez facilement ou en tout cas plus rapidement. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'en vrai, enfin, dès que tu fais un truc genré, même si c'est une expertise classique, ça marche tellement mieux. Alors, du côté des hommes, ça marche pas trop. Enfin, là, si je fais un truc genre et homme, je pense que ça finit en mode mascu, etc. Donc, ça va pas du tout. T'as Antoine Blanco qui le fait, hein, par exemple. Ah, lui, c'est homme?
Bah, pas que, mais en réalité, il s'adresse principalement aux hommes quand même. Genre, dans sa manière de Ah communiquer, ouais. et cetera, il s'adresse quand même beaucoup plus à des hommes et il me semble qu'il a 90% de ses clients qui sont quand même des hommes, Ouais, hein. après, bon, je sais pas comment ça a fini, parce que du coup, j'ai vu passer trois trucs sur Antoine Blanco. Bon, il rebondit bien, mais, eh ben, ok, c'est vrai. Et ouais, ok, bon, dans ce cas-là, ça va, parce qu'effectivement, quand t'es genré du côté homme, parfois c'est un peu obscur. Mais alors que c'est vrai que quand t'es une femme, je sais plus si t'as les noms, mais tu vois, il y en a une qui fait genre 100, 200, 300 000 euros par mois, juste Ouais, accompagnement tu entre, Margot Cunego, ouais, Margot Cunego, qui genre, Justine Roy, ouais, aussi, un accompagnement qui s'appelle, Liberté digitale. Tu Sandra Verger, je crois. Enfin, tu as ok, pas mal, de ouais, personnes effectivement qui ciblent, des femmes, dans le milieu de l'accompagnement. Hem Mais je pense que quand tu as un discours comme ça, il faut vraiment, vraiment accepter en gros cette étiquette de je cible uniquement des femmes, ouais, vouloir le pousser à fond parce que ça demande aussi, tu vois, de rentrer un peu dans un personnage finalement, parce qu'il ouais, faut le dire, hein, quand c'est tu fais vrai. de la personal brand, enfin, tu as un peu ce truc de je suis un personnage, c'est pour ça qu'on parle de personnalité publique, de personnalité d'internet, comme euh, Wikipédia aime l'appeler quand ils font des infographies sur des personnalités d'Internet. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu dois quand même, tu vas vouloir jouer ce rôle-là. Tu dois avoir cette envie de te dire, OK, moi, j'accompagne les femmes parce que je veux absolument que les femmes apprennent le métier de la vente, Hmm, etc., ouais. etc. Donc, c'est tout un discours autour de ça. Et moi, je me vois pas aujourd'hui porter ce message parce que la réalité, c'est que, euh, ok, la vente, c'est certes un milieu qui de base est déjà très masculin, mais j'attire quand même à moi finalement des femmes qui sont conscientes qu'il faut absolument apprendre le métier de la vente pour développer leur entreprise et ça me suffit amplement, tu vois. J'ai pas envie, moi, de convertir une personne en lui disant, bah, tu penses que la vente n'est pas faite pour toi, mais si, tu dois absolument le faire parce que il y a 3000 autres femmes qui l'ont fait, etc. Mais je trouve ça vraiment intéressant, tu vois, la manière dont le marketing de ces personnes-là est tourné, parce qu'en réalité, ça apporte beaucoup, beaucoup de résultats. Et que, encore une fois, pour l'avoir testé, tu vois, avec certains de mes clients, j'ai vu aussi ce que ça donne. Mais c'est vrai que moi, c'est pas trop dans mon mode de fonctionnement. Ok. Tu joues un rôle sur LinkedIn? Non. Non? Moi, Non, je suis vraiment moi-même. Genre, je pense que je suis moi-même. Quand j'ai envie de pousser un coup de gueule, je le fais. Là, tu vois, j'ai disparu pendant un mois. Je suis revenue, j'ai posté tranquille. Enfin, en fait, je suis vraiment moi-même dans le sens où, pour moi, la création de contenu, euh, elle, on parle beaucoup d'authenticité, tu vois, genre de création de liens avec les autres, etc. Oui, certes, mais moi, tu vois, si aujourd'hui je crée du contenu, c'est surtout parce que j'ai vraiment envie de partager. Genre, j'aime, tu vois, cette partie transmission, cette partie connexion avec les autres. J'adore me connecter sur LinkedIn quelquefois à 21h, 22h et avoir des débats, tu vois, avec des personnes sur un ah sujet ouais? bah, Ouais, en fait, si t'es courageuse, hein. non, mais tu trouves pas que si par exemple il y a un sujet qui t'intéresse et que tu tombes sur un post où finalement tu t'authentifies à l'autre, genre tu as envie de le partager et tu as un peu l'impression qu'il y a des personnes qui te ressemblent? Je suis d'accord, mais sur LinkedIn, en vrai, ça devient, alors, ça fait un peu vieux con en termes de discours, mais ça devient quand même un peu, enfin, là, tous mes commentaires, c'est des IA, enfin, franchement, justement, d'ailleurs, demain, je vais mettre j'ai mis un post où je fais un post classique, et en vrai, c'est un piège à IA. Et je dis de commenter un truc précis si t'es un humain qui est le repas de ta mère. Et enfin, parce que là, en vrai, ça me saoule presque. Genre, les posts sont quand même un peu tous les mêmes, les IA, etc. Donc, pour le coup, je t'avoue que je perds un peu le plaisir d'aller sur LinkedIn, tu vois, en ce moment. Alors ça, je te comprends, mais moi je parlais pas de ça. Je parlais Ok. vraiment plus de la partie genre purement, je crée du contenu pour le plaisir. Si Ok, ah oui, aujourd'hui je ok, ouais. partage des choses, c'est parce que j'ai envie de partager, tu vois, un moment, j'ai envie de partager un vécu, j'ai envie de partager une découverte. Aujourd'hui, j'ai compris que lorsque je m'aide de ChatGPT, ben en fait, je gagne 4 heures dans ma prospection. J'ai envie de partager
cet élément-là. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que moi, quand j'étais sales en startup, c'est grâce aux créateurs de contenu que j'ai vraiment appris la vente, tu vois. Genre, je me connectais sur LinkedIn, j'écoutais des podcasts et c'est comme ça que j'ai pu m'améliorer, c'est comme ça que j'ai pu euh, surpasser mes objectifs commerciaux, c'est comme ça que j'ai pu atteindre des primes qui sont qui étaient hyper intéressantes aussi. C'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai commencé à pratiquer mon métier. Enfin, il y a tous ces éléments-là et c'est pour ça aussi que je parle de partage. Je pense que tous les deux, tu vois, on fait partie vraiment genre du monde d'Internet, des enfants d'Internet, que on passe certainement beaucoup de temps aussi sur YouTube, Trop, à ouais. regarder des vidéos sur YouTube, etc. Et en fait, tu as quand même tout cet écosystème de partage. Et donc, certes, il y a l'IA, certes, il y a la routine d'engagement. Ça, c'est hyper relou. Et moi, c'est pour ça que j'ai un community manager qui m'aide là-dessus pour le coup, Ouais, que je ouais. Moi réponds aussi, pas, ouais. moi, à tous les commentaires. Mais par contre, sur la partie purement partage, où je me connecte un jour à 22 heures et que je tombe sur un post où je suis pas d'accord avec quelqu'un sur un point et que je peux débattre avec lui, lui émettre, tu vois, ma vision de certaines choses et que lui, finalement, il me mette aussi sa perception de certaines choses, etc. C'est vraiment ça que j'aime, tu vois, au niveau de la création de contenu. Et on parlait de tout ça parce que tu m'as demandé si je jouais un rôle. Et en Ouais. fait, c'était surtout pour te répondre sur le fait que moi, si je fais ça aujourd'hui, c'est vraiment pour le plaisir. Et c'est pour ça aussi que je disais, tu vois, au début de notre podcast, que j'ai une petite notoriété parce que c'est la réalité, tu vois, j'ai pas 100 000 abonnés, quoi. Et je pense que tu peux avoir 100 000 abonnés sans jouer un rôle, même que c'est encore plus difficile si tu joues un rôle. Mais je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui, parce qu'elles jouent un rôle, arrivent plus facilement aussi à développer leur marque personnelle, à avoir beaucoup plus vite aussi des résultats aussi, tu vois. Parce que la réalité, c'est que on a envie de s'identifier à quelqu'un et donc pour ça, bah en fait, il faut parfois dire les choses qu'on a envie d'entendre. Il faut parfois euh, je sais pas, s'habiller d'une certaine manière, se maquiller d'une certaine manière ou des choses comme ça. Chose que moi aujourd'hui je fais un petit peu moins, peut-être par manque de stratégie, tu vois, sur mon content, je sais pas. Mais en tout cas parce que j'ai envie d'être moi-même et que c'est important pour moi. Ok. Ouais, dans ce cas-là, du coup, si c'est entre guillemets, est-ce que tu aimes partager en vrai, enfin, 100%, c'est vrai qu'il y a un truc de, enfin, ça fait très à l'américaine sur le give back, en mode YouTube m'a tout donné, du coup, j'essaie de faire pareil, tu vois, et de faire des grosses formations. Parce que, Ouais, mais moi, tu vois, en vrai, LinkedIn m'a pas tout donné. Enfin, en vrai, moi, demain, j'arrête LinkedIn, mon activité, elle s'arrête pas. ouais, Et même, enfin, en fait, il y a aussi un autre point à prendre en compte. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est que avant d'arriver sur LinkedIn ou avant de faire l'activité que je fais, j'étais sales. Et en fait, aujourd'hui, parmi les métiers les mieux payés au monde, c'est l'activité de sales. Donc, mon métier, il me permettait déjà d'être bien payé, de bien gagner ma vie, tu vois, tout en ayant de beaux avantages, etc. Si je fais aujourd'hui tout ça, c'est parce que j'aime entreprendre, parce que j'aime partager et que j'aime aussi le fait de pouvoir développer ma marque personnelle et que je suis convaincue aussi du potentiel, tu vois, sur le long terme, etc. Mais je pense quand même qu'il faut faire attention, tu vois, à pas se perdre un peu dans tout cet écosystème-là. ouais, 100%. C'est vrai que parfois, je me suis un peu perdu là-dessus, tu vois, j'avais un peu la tête dans le guidon, et tu vois, de manière rationnelle, tu vois, je peux me dire, bon, j'aide les gens parce que je veux qu'ils arrivent à 10 000 euros par mois, s'ils arrivent à 10 000 euros par mois, je pourrais les accompagner, etc. Tu vois, enfin, tu peux, entre guillemets, t'auto-persuader de ça. Mais genre là, en août, pas pareil, tu vois, j'ai fait un gros mois, tu vois, off. Et j'avais ouvert la messagerie School sans faire exprès, tu sais, dans les montagnes. Et tu vois, j'avais vu en vrai, genre, il y a vraiment genre 10 messages de personnes qui disaient, vas-y, trop bien, merci beaucoup, j'ai eu un premier crayon grâce à toi. J'ai lancé ça parce qu'en vrai, dans la partie School gratuite, c'est vraiment genre comment faire, tu vois, le 0 à 1, tu vois. Et le 0 à 1, ce qui est en vrai le vrai, entre guillemets, life changing. Enfin, c'est quand même ce qui change ta vie quand t'as ton premier client, etc. Et je t'avoue que recevoir ces messages-là, d'habitude, entre guillemets, je prends pas trop le temps de les ouvrir. Et là, c'est vrai que ça fait quand même bizarre, tu vois. Il y a vraiment des gars qui te remercient sincèrement parce que bon, tu leur as aidé à avoir un, deux clients. Et là, c'est pas la question, putain, comment je vais les upsell, etc. C'est, j'ai dû être pareil à leur place il y a quelques années, donc tu vois, c'est quand même très stylé, ça. Bah ouais, pour moi, tu vois, ça peut être un peu gnangnan peut-être, tu vois, de le dire, mais finalement, en vrai, malgré toutes les galères, tu vois, qu'on peut vivre au quotidien, parce que faut le dire, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de galères. Bah, le fait d'avoir ce give back finalement de ces personnes-là, ce genre de message, ce genre de retour, bah ça pousse à vouloir continuer en fait. Donc c'est pour ça je pense que ouais c'est important. Mais je te retourne la question. Est-ce que toi tu joues un rôle?
sur les Non, réseaux. pour le coup, non. Non, mais t'as raison. Alors, peut-être que je l'ai fait un peu. Là, à la rentrée, là, j'ai mis plein de posts, entre guillemets. Je parle de mon semi-marathon, je parle de mes randos en vacances et ça marche bien. Le seul point, parfois, où je suis un peu limité, c'est si, entre guillemets, je joue pas un rôle, et c'est ce que je fais actuellement, je tente un mois de contenu très très broad où je raconte ma vie. C'est super, ça fait des dizaines de milliers d'impressions, mais ça convertit pas quand même. Il y a un truc en Mais mode c'est quoi que t'appelles jouer un rôle? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ouais, jouer non, un mais rôle? enfin, je joue un rôle, tu vois, genre, si jamais je veux vraiment avoir beaucoup de conversions pures sur LinkedIn, alors, c'est pas jouer un rôle, parce qu'en vrai, c'est quand même moi, mais tu vois, je vais faire, ouais, ça, c'est les erreurs quand tu fais de l'acquisition en agence, etc. Hier, je parlais à une agence, etc. Et ça, je le fais un petit peu, entre guillemets, pour convertir. En vrai, c'est pas 100% moi. Moi, si ça tenait qu'à moi, je mettrais des photos de montagne tous les jours sur LinkedIn, tu vois. Donc, bon, je fais quand même la part des choses, tu vois. Ok, mais là, Mais, du coup, tu comprends plus peut-être la partie je suis un expert dans mon domaine, ouais, VS je suis Valentin Tommy qui kiffe sa life à la montagne. Alors que dans les deux cas, tu restes quand même une même personne dans le sens où tu es quand même expert dans ton domaine. Tu vois, moi, par exemple, je partage pas beaucoup ma vie. Au contraire, quand je partage ma vie sur LinkedIn, c'est parce que je sais qu'il faut le faire et que ça permet de connecter avec les autres, ok, etc. ah ouais, ok. Mais la partie purement expertise, bah, en fait, c'est mon job. Je suis payée pour ça. C'est clairement ça mon travail, en fait. Donc, c'est pas jouer un rôle, c'est juste que mon travail fait partie de ma vie, fait partie de mon quotidien. Et bien évidemment que j'aime faire d'autres choses et que je fais d'autres choses, etc. Mais que la réalité, c'est que bah, 70% du temps, je suis fondatrice d'une boîte, je suis coach, je suis experte en vente. Et donc, quand je partage des sujets sur ça, c'est pas vraiment un rôle que je joue, c'est juste mes connaissances et mon expertise, tu vois. C'est vrai que pendant que tu parlais, j'ai réfléchi. En fait, c'est vrai que j'ai en tête deux, trois personnes que je connais qui jouent vraiment un rôle. Et du coup, c'est vrai que c'est très différent de juste être expert. Bon, je dirais pas non, mais c'est vrai que, enfin, qui Me genre dira sont. en Après, enfin, en vrai, je critique même pas parce que ça peut être entre guillemets en mode, ils peuvent mettre la casquette entre guillemets pro, ils jouent un rôle et en perso, ils sont pas du tout comme ça. En vrai, why not, tu vois? Pourquoi pas? Non, mais après, pour moi, tu vois, en fait, quand on parle de jouer un rôle, ça va être par exemple un Mister Beast. Bon, là, je vais quand même sur le Ouais. top one YouTuber dans le monde, mais c'est juste pour donner un exemple que tout le monde peut visualiser. Eh bien, Mister Beast, tu vois, il joue un rôle. C'est-à-dire qu'il est devenu acteur de sa chaîne. C'est pas sa personnalité initiale, mais je pense que maintenant, il a plus vraiment de personnalité initiale. Bah, après, je le connais pas personnellement, donc je peux pas non plus me permettre de, de m'avancer sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est que quand tu regardes toutes ces vidéos, il y a un dénominateur commun, c'est que c'est une personne qui a full énergie, qui fait Ouais. plein de dingueries, qui fait plein de trucs de ouf, qui dépense beaucoup d'argent, etc., etc. Tout comme Thibaut InShape, tu vois, quand il s'est lancé il y a 12 ans, bah, c'est le Ouais. mec qui crie devant sa caméra, en fait. Et ça, pour moi, c'est un rôle. C'est que ça m'étonnerait que quand tu te réveilles pour petit-déj avec ta famille, tu sois là en train de crier, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça jouer un rôle et c'est juste extrapoler un personnage et en fait, à force, potentiellement, tu rentres dans ce personnage-là, tout comme tu vois certains acteurs qui finissent bloqués dans leur acting et qui savent plus trop qui ils sont, quoi. Et je pense qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., quand tu partages du contenu, bah, il y a des fois où tu te dis, est-ce que ce serait pas intéressant que j'extrapole un personnage et après peut-être que ça devient toi à terme, quoi. Et tu te retrouves à crier au petit-déj. D'ailleurs, en parlant d'expertise, j'ai deux, trois questions vraiment entre guillemets précises pour toi sur ce que tu as fait. Alors, deux, trois questions de closing, de vente pure, je t'en parlerai après. Sur Instagram, genre, moi, j'utilise pas Instagram, je ne connais pas grand-chose. Je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de choses à faire sur Instagram et que le lien quand même est très très direct, là où t'as pas ça sur YouTube, t'as pas ça sur LinkedIn. J'ai vu que t'as quand même 11 000 abonnés sur Instagram. Je sais pas à quel point c'est du full perso ou c'est du, entre guillemets, semi-pro, etc. Comment tu as eu ces 11 000 abonnés et à quel point Instagram peut convertir et te ramener des clients pour toi? Il y a eu une période où Instagram, ça m'apportait presque 20 ou 30% de mon acquisition. Aujourd'hui, c'est Quand un petit même. peu moins le cas parce que j'ai pris le parti de développer purement LinkedIn
parce qu'encore une fois, on peut pas être partout. Et que même si il y a des choses intéressantes sur Instagram, bah, il y a aussi des choses intéressantes sur LinkedIn, il y a aussi des choses intéressantes sur de l'outbound, etc. Mais donc, pour répondre à ta question par étape, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 2 comptes Instagram. Donc, j'en ai un qui a 11 000 abonnés, un autre qui a un petit peu moins de 1000 abonnés sur la partie purement Krusty Sales, expertise, etc. Mon compte avec 11 000 abonnés, c'est un compte que j'avais avant même de parler d'expertise, etc., mais qui était un petit peu moins de 10K et qui s'est développé aussi avec la partie entrepreneuriat, Ok. etc. Donc, c'est du mi-perso, mi-pro, on va dire. Mais ça permet finalement, tu vois, de faire asseoir cette figure d'autorité parce que, mine de rien, les chiffres, ça joue un rôle. Ça permet aussi de euh, peut-être montrer une certaine légitimité, même si c'est pas enfin, c'est pas forcément le plus important. C'est-à-dire que ça veut rien dire, tu vois, ça n'a pas un impact sur ton chiffre d'affaires, ni sur ton expertise, etc. Mais c'est vrai que ça permet, tu vois, d'accélérer, on va dire, certains process quelquefois. Et donc, pour reparler un petit peu de l'acquisition sur Instagram, euh, donc, quand j'ai développé ce compte-là, j'ai commencé à créer du contenu autour de la vente. Et avant même d'arriver sur LinkedIn, moi, j'étais sur Insta. Ok. Et j'aimais pas LinkedIn pour le coup. Justement, je voyais les gens de LinkedIn de loin et je me disais non, non, ça, c'est pas du tout mon écosystème, c'est pas mon environnement. Et j'étais sur Instagram et ça se passait bien. J'avais des clients uniquement via Insta, etc. Et c'est un peu comme ça justement que j'ai créé Krusty Sales. Hein. C'est grâce Ok. à des personnes sur Instagram et grâce à mes clients via Instagram. Euh, mais en fait, sur Instagram, quand, en tout cas moi j'y étais, c'était il y a à peu près 2 ans et demi. euh, j'ai remarqué qu'on était sur une cible qui était très early quand même, tu vois, sur Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants. Et en fait, ça, c'était un gros blocage pour moi parce que j'avais quand même envie de m'adresser à une cible plus expérimentée, plus avancée dans le business. Et petit à petit, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn, j'ai pris plaisir. Donc, j'ai créé le compte Krusty Sales, qui est mon compte vraiment purement pro, que j'ai commencé un petit peu à vouloir développer, etc. Et en fait, il y a un moment, et du coup, j'avais des clients, hein. Genre, Ok. j'avais Ouais. un moment enfin, là, tu vois, il y a à peu près 950 abonnés dessus. Mais même quand j'étais à 200 abonnés dessus, j'avais des clients. Parce Bon. que la réalité, c'est que le nombre d'abonnés, il est vraiment, vraiment pas important sur Instagram. Et ça, c'est le constat que j'ai fait. C'est que dès le moment où tu fais un réel qui répond à un problème, voilà, qui est solution solver, pour ajouter un petit peu plus d'anglicisme à notre podcast, bah, les gens, en fait, ils sont prêts à signer, tu vois. Et en fait, c'est juste que de toute façon, il faut les rediriger sur les bons liens. Donc, le bon lien, ça va être par exemple ma page de vente qui va montrer que je fais ça depuis plus de 3 ans, que j'ai déjà signé plus de 1000 clients en B2B, que j'ai déjà des avis clients, etc., etc. Et en fait, c'est largement suffisant pour convertir. Et donc, je convertissais pas mal de clients comme ça sur la partie accompagnement, formation. Mais en fait, à un moment, gérer le contenu sur LinkedIn, sur Instagram, plus mon job, accessoirement, qui est faire du coaching et développer mon agence et aussi gérer des équipes parce que bah, moi, je fais moins, tu vois, la partie opérationnelle sur l'agence. Je travaille avec un pool de freelance sur cet axe-là. Mais tout ça, ça faisait un peu beaucoup et donc j'ai dû prendre la décision de ralentir un petit peu Instagram. J'ai pour objectif de redévelopper cette partie-là, mais peut-être un petit peu plus genre mi-2026, tu vois. Ok. Donc, bon. Écoute, en vrai, tu m'as pas mal convaincu de reprendre Instagram parce que c'est vrai que dans ma tête, il fallait quand même avoir pas mal d'abonnés, des gens qui te suivent, etc., un engagement pour commencer à vendre. Le jour, je pense que j'aurai un premier client via Instagram, peut-être ça fera un petit déclic. Parce que je m'étais fait une petite déterre il y a, je pense, un peu moins d'un an sur TikTok. Après, pour TikTok, c'est genre pas du tout qualifié, mais c'est vrai que genre, Mm. en très peu de temps, avec des shorts faits automatiquement avec Opus, genre une IA qui les fait horrible, genre t'étais à genre à 100 likes tous les jours par post, etc. J'ai signé un client là-dessus. En vrai, ça m'a un peu retourné le cerveau. En mode, putain, ça marche quand même. Genre, les gens ont genre plus que 5 euros, tu vois, sur TikTok. Ce qui en vrai est faux. Enfin, je veux dire, c'est des gens normaux, donc en vrai, bien sûr qu'ils ont de l'argent. Mais c'est vrai que Instagram, je me suis dit, putain, mon compte, il a 100 abonnés, etc. Et t'as raison, ça fait quand même partie de l'autorité en vrai. Enfin, les chiffres,
peu importe ce que tu publies, les gens regardent quand même les chiffres que tu as, tu vois. Et si t'es Mm. absolument nobody sur Instagram, ça peut être compliqué. Donc ouais, je vais essayer de m'y mettre. On va voir. Bah, en fait, tous les canaux d'acquisition sont bons pour trouver des Ouais, clients. ouais. Il y a De toute pas façon, un ouais. canal qui est, meilleur que l'autre, tu vois? Par contre et ça Il y a pas un je vais pas te secret. l'apprendre. Si, le Je secret, c'est de ouais, savoir où te trouve ta cible. je rigole. Voilà. Et sinon, tu peux aussi claquer des doigts et peut-être que tu auras des des clients ou ton compte en banque qui va se remplir. Mais non, en gros, pour Insta, en vrai, tu as beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, en fait, si tu as de la bande passante pour le développer, franchement, tu peux trouver pas mal de clients. En plus, toi qui redirige tout un peu, je crois, hein, sur ton canal School, Ouais, bah, euh, YouTube est après school en général, mais oui, bah ça, pour le coup, tu vois, ça marche bien. Insta, ça marche hyper bien, tu vois, pour ça. Ouais. Ouais. Écoute, ma prochaine question, c'était comment faire beaucoup d'argent rapidement, mais du coup, tu as déjà répondu. Non, je rigole. Mais, alors, en soi, presse, c'était sur la partie, entre guillemets, closing vente, là où, entre guillemets, je suis quand même pas un expert là-dessus. Toi, en vrai, c'est quand même ton expertise presque numéro une sur cette partie-là. Mm. Typiquement, alors, pour moi, comment je sais déjà où sont mes points faibles en vente et comment je peux m'améliorer? Au-delà de prendre, entre guillemets, des coachings, si jamais je me dis, j'ai pas envie d'être accompagné, là, seul, tu vois, j'ai quand même envie de, entre guillemets, de m'améliorer, par où je commence? Et c'est une question perso, parce que bah, je me pose la question, par où je commence? Tu peux commencer à demander à tes prospects qui signent pas avec toi, par exemple, Ok, dans un premier temps, et même à ceux qui signent avec toi. Euh, le meilleur levier pour s'améliorer en vente, c'est le terrain. Ce sont les personnes avec qui tu échanges. Genre, si je dois donner un seul conseil principal, tu vois, c'est vraiment ça. C'est ton marché, ta cible, les gens avec qui tu échanges. C'est eux qui vont te donner le plus d'insight. Moi, mes clients, quand ils signent avec moi, je sais pourquoi ils signent avec moi. Ils signent avec moi parce qu'ils connectent avec moi, parce que je clarifie précisément chaque micro-étape de comment va se passer notre collaboration. Et donc, ils se sentent en confiance. Ils savent vers où on va aller. C'est pas flou, c'est pas abstrait. Voilà, ils savent pourquoi est-ce qu'ils vont mettre X nombre d'euros. Et c'est ce qui fait que j'arrive à closer assez facilement et que j'arrive à, à, enfin, en gros, à être, on va dire, performante, tu vois, niveau vente et closing. Maintenant, sur d'autres axes, tu vois, parce que c'est facile hein, de te dire, bah, demande à tes clients, ouais. euh, c'est aussi de t'enregistrer. Tu peux t'écouter toi-même parce qu'en réalité, tu peux voir, tu vois, là où ça va C'est pas. dur, ça, hein. Enfin, franchement, tu vois, genre, Ouais, c'est t'as hyper tellement de trucs dur. à écouter que, tu vois, à la fin de la journée à 19h, en mangeant mes pâtes, là, Mm, réécouter ma voix qui essaie de vendre un truc. Ça, mm. j'ai essayé, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais oui, ça Tu marche. suis un peu ton intuition. Bah, je fais presque, enfin, oui, je fais presque que ça, du coup, c'était un peu ça le problème aussi. Est-ce que parfois, quand tu es en call avec des clients, des prospects, tu sais, après le call, s'ils vont signer ou pas? Oui, ouais, bah, quand même, enfin, oui, bah, tu le sens quand même, non? Je sais pas, vas-y. Ouais, Ça oui. dépend. Oui, Mais si moi, par oui. exemple, tu sens qu'ils vont pas signer, est-ce que tu sais c'est lié à quoi? Non, pas vrai. Non, c'est une bonne question, ça. Et tu te poses pas la question? Genre quand tu clôtures ton call et que tu te dis ok ils vont pas signer, tu te dis pas pourquoi, qu'est-ce qui va faire que. En fait, je fais la réponse classique de ouais, ils sont pas dans ma cible, etc. Mais ça, c'est une réponse de lâche, tu vois. Parce qu'en soi, si j'étais bon, ils pourraient être dans ma cible et ils pourraient travailler avec moi. Pour ça, Donc, tu vois, moi j'ai une technique que j'appelle la méthode DBDBC, qui est une méthode que ouais. il y a tellement des méthodes comme ça, vas-y. Bah, du coup, pour te simplifier la chose, en fait, l'idée, c'est que tu aies ces 5 points que tu dois absolument obtenir lors de tous tes calls de closing. Ok. Si tu sors d'un call et que tu n'as pas le timing, donc pour la durée, c'est le premier D, si tu n'as pas le timing, genre quand est-ce que la personne veut démarrer avec Ouais. toi, c'est mort d'avance. B, pour le besoin. Donc si tu n'as pas bien creusé le besoin, genre si tu sors du call et que tu n'as pas trop compris ce qu'il voulait, pareil, c'est que c'est mort d'avance. Après, tu vas avoir le deuxième D, qui est pour le décisionnaire. Est-ce que tu étais avec le bon interlocuteur? Ouais, Est-ce que ça, tu ok. sais si c'est lui qui va signer? Est-ce qu'il t'a dit s'il voulait en parler avec sa femme, par exemple? Est-ce que tu sais, tu vois, si c'est lui qui prend la décision ou pas?
pareil, si tu sais pas ça, c'est que potentiellement c'est mort d'avance. Après, tu vas avoir le B pour le budget. Pareil, si tu sais pas, tu vois, quel est son budget, quelle est sa fourchette budgétaire, combien il est prêt à mettre, est-ce que toi, tes pricing, ils lui conviennent, etc. Ça peut être mort d'avance aussi. Et tu as le C pour la concurrence, donc de savoir s'il a sollicité d'autres prestataires, par exemple. Ok, Ces ouais. 5 ingrédients, ces 5 points clés, si tu les as à la fin de ton call, que ce soit un call de 10, 15 ou 30 minutes, ça peut te permettre de savoir à combien de pourcents est-ce que tu vas closer un deal. Et si tu as les 5 points, tu vas voir que ça va accélérer en fait ton process. Et pourquoi je parle de ces 5 points-là, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre de poser les bonnes questions, de capitaliser tout ton call sur les questions et la manière dont tu vas aborder les choses, parce que tu vas vraiment te focus sur ces 5 points-là. Déjà, tu vois, quand par exemple je parle du besoin, le besoin, on a trop tendance parfois à croire qu'on l'a qu'on l'a identifié, alors que parfois on sort d'un meeting et en fait on est un peu en mode genre, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il voulait? Est-ce que c'est vraiment clair? Et en fait, c'est un peu flou. Si c'est flou pour toi, c'est que c'est flou pour lui aussi. Donc, il sait même pas à quoi s'attendre avec toi. Et donc, forcément, tu vas pas réussir à le closer, tu vois. Et si tu n'avais pas assez de temps ou quelque chose comme ça, bah, à ce moment-là, tu positionnes un autre point de suivi pour bien prendre le temps de creuser tous ces éléments-là. Et une fois que tu as eu ces 5 points, c'est là où tu peux envoyer un devis, c'est là où tu peux envoyer une proposition, c'est là où tu peux envoyer ton RIB. Et c'est comme ça que tu peux t'enrichir. Et voilà. Est-ce que Ok. ça t'aide? Ouais, bah déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, je réfléchis toutes les fois où, entre guillemets, bah, enfin, ça a closé, les clients ont bossé avec moi. Dans tous les cas, je connaissais les cinq secteurs, enfin, les 5 points. Donc, effectivement, en vrai, c'est vrai que ça va être pas mal. En tant qu'expert, c'est quoi la différence quand tu as une seule offre? Genre, tu vois, dans ma tête, c'est plus de la prestation de service. C'est en gros vraiment accompagnement, et accompagnement, en vrai, tu vends presque une transformation, tu vois. Et j'ai plein de manières de tourner l'accompagnement. Il y en a qui viennent pour le call d'email, d'autres pour le LinkedIn, d'autres pour le setting, etc. Enfin, sur quel point ça peut être différent d'un closing, entre guillemets, quand tu vends du service? C'est compliqué comme question, L'accompagnement, mais ouais, en fait, ça dépend, tu vois, de la personne qui est en face de toi, mais la réalité, c'est que l'accompagnement, tu vas poser quelques questions vite fait à la personne qui est en face de toi. Elle sait pourquoi elle vient. Elle a un besoin qui est voilà, assez spécifique, on va dire. Et soit ton accompagnement peut lui correspondre, soit non. Donc en fait, c'est un oui ouais, ou un non. Tu vois, tu peux pas inventer un nouvel accompagnement non plus et potentiellement la personne finalement elle se rend compte que euh, voilà c'est pas fait pour elle, il y a peut-être pas eu de feeling aussi, tu vois, dans l'accompagnement il y a ça, il y a ce point là qui est ouais, très 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 important, c'est vraiment le feeling, parce qu'on n'a pas envie de se faire accompagner, de se faire coacher avec quelqu'un avec qui ça passe pas trop, sachant qu'en plus il y a beaucoup de prestataires, tu vois, sur le marché. Donc en fait parfois il y en a, tu vois, qui vont prendre le temps aussi de voir un petit peu avec qui est-ce que ils ont le plus de feeling. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est important dans ton acte de vente, et c'est pour ça aussi que c'est important de prendre ça en compte, genre dans la création de liens avec la personne que tu rencontres, de la mettre en confiance, etc. Là où sur le service, bah, en fait, tu rends un service à la personne, tu réponds à un besoin spécifique. Donc oui, il y a toujours cette notion de il a besoin, il sait ce qu'il veut, mais de l'autre, on va être beaucoup plus dans un accompagnement, dans une réflexion aussi avec l'autre, parce que tu dois répondre à sa solution. Peut-être que toi, de ton côté, enfin, au niveau de la prestation de service, ça dépend aussi, pareil, si tu vois, c'est une prestation de service sur mesure ou si c'est une prestation ouais, de service à la carte, c'est différent. Mais donc, l'idée aussi, c'est vraiment d'être dans cette posture d'accompagnement, de conseiller aussi, commercial, ouais. plus que de vendeur. Là où en fait sur un accompagnement, en fait tu vends ton accompagnement, tu vois, genre l'accompagnement il est comme ça, il se fait en 4 étapes, c'est à prendre ou à laisser quoi entre guillemets, alors que bah du service, tu dois conseiller l'autre. Moi ça m'arrive parfois, tu vois, de rencontrer des personnes et de leur dire bah en fait ça c'est pas du tout ça qu'il te faut, c'est trop tôt, Ouais. ou bah, nous on peut pas du tout y répondre, je te redirige plutôt vers telle ou telle agence parce que bah ils sauront mieux répondre à ton besoin. Euh, donc pour moi c'est ça la différence finalement entre les deux, ça va être aussi bah, c'est la posture du coup un peu plus aussi, tu vois. Ok, ultra intéressant, 100%. Après, Mais toi tu vois la différence vu que tu avais les deux, puisqu'à un moment tu avais justement de la prestation de service
et que maintenant tu vends plus de l'accompagnement? Ouais, bah je vois que l'accompagnement, c'est quand même plus dur à vendre en général. En fait, enfin, ça dépend. Le done for you, en vrai, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à vendre parce que c'est tu fais rien. Et les gens, surtout en B2B, sont quand même éduqués avec la valeur de leur temps, etc. Et le premier truc qui vient, surtout quand tu es accompagnement B2B, c'est combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je prends, combien d'énergie je vais mettre là-dessus? Donc ça, c'est quand même, entre guillemets, un peu plus compliqué à vendre. L'avantage, c'est que, surtout, entre guillemets, avec la forme que a mon accompagnement en mode, tu peux le vendre de 100 manières différentes, tu vois. Ça, c'est Kevin Dufresne qui m'a fait penser quand on en a fait un podcast ensemble et quand on parle un petit peu. Lui, tu vois, avec une formation, entre guillemets, growth hacking, il peut la vendre à 100 personnes, 100 types de personnes différentes, 100 axes différents. Si tu es employé, tu veux faire plus de résultats, prends la formation. Si tu es solopreneur, tu vas avoir tes premiers clients, prends la formation. Et c'est un peu ce truc qui m'a donné, entre guillemets, l'idée de centraliser absolument toutes mes connaissances. Et là, tu vois, tu as plein d'axes différents pour attaquer, entre guillemets, la personne en closing en fonction de ses besoins, tu vois. Et ça, c'est vrai que quand t'as un accompagnement, c'est quand même agréable parce que tu peux vraiment presque adapter ton offre en fonction de la personne Oui. tant que ça répond, entre guillemets, à la promesse de ton accompagnement. Et tu peux en avoir 10, 20, 30 différentes. Mm. Ouais, de ouf, mais je pense aussi que tu vois, en prestation de service, c'est possible aussi, à moins que ton service en question, il corresponde uniquement à une certaine cible. Genre, si tu vends une plateforme pour regrouper tous les professionnels de la beauté, oui, ça va être un peu plus Ouais, compliqué, tu vois, de le vendre à une start-up spécialisée dans le SaaS. Mais, euh, mais l'idée globale, ouais, c'est ça, c'est que je trouve aussi, un accompagnement, c'est un petit peu plus difficile à vendre parce que c'est bah, du don with you, quoi, entre ouais, guillemets. ouais, 100%. Et ce que j'essaie de faire en général pour pas me casser la tête en closing, c'est je me dis, au meilleur je suis en marketing, au moins j'ai à vendre. Donc là, j'ai refait une LP où j'explique presque toute l'offre, etc. Donc je sais pas à quel point c'est bien d'être à ce point-là transparent, mais je le vois parce que quand tu partages vraiment ton offre à 360, il y a des clients vraiment, ils arrivent, entre guillemets, tu récoltes l'argent, parce qu'en tous les cas, ils savaient qu'ils allaient bosser avec toi, ils connaissaient presque tes prix à l'avance, etc. Je me rends pas compte à quel point je perds en conversion en faisant ça, mais en tout cas, c'est ultra agréable à closer. Moi, tu vois, ça, c'est la partie où je bloque un peu et où j'ai un petit peu du mal à le faire. Ouais. Euh, Parce que je suis pas très très bonne en marketing. Euh, Parce que moi, je suis beaucoup plus douée, tu vois, en call avec mes clients et genre, ça m'arrive très très souvent, tu vois, quand je vais avoir des calls de vente, de montrer ce qu'il y a dans mon accompagnement, de montrer ce qu'on propose avec Krusty Sales, etc. Et les gens sont hyper surpris. Et même derrière, quand ils arrivent dans Krusty Sales, après coup, bah, en fait, ils me disent, mais en fait, il y a beaucoup plus que ce que tu nous as indiqué, etc., tu vois. Et, du coup, bah, juste par rapport à ça, si tu arrives, tu vois, à mettre en avant tout ce que toi tu proposes dans ton accompagnement, etc., moi personnellement, je sais que c'est comme ça que j'achète. Parce que, tu vois, je consomme aussi des formations, je consomme des accompagnements. Par exemple, tu vois, Thibault, lui, il fait ça. Ouais. Il fait pas de call de vente, tu vois. Lui, il vend uniquement grâce à ses LP. Du coup, il met vraiment tout ce qu'il y a. Tu sais précisément qu'est-ce que tu achètes, euh, qu'est-ce que tu vas obtenir. Et je trouve que quand une LP est hyper claire et que c'est bien précisé, c'est mieux. Hein. Parce que pour le coup, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, je trouve que à un certain stade, à un certain moment, tu vois, quand tu vends de l'accompagnement, genre, c'est chronophage aussi de faire tout le temps des calls de vente, tu Ouais. vois. Ouais, 100%. Bah, justement, j'ai un peu passé le cap, là, en mettant une LP, enfin, une VSL, pas encore, qui explique vraiment, entre guillemets, tout le contenu qu'il y a. Parce que, enfin, entre guillemets, les plus gros, quand tu vas vraiment scaler ça, c'est, en général, t'as même plus d'appel de closing. Ou alors, tu réponds à deux, trois objections et tu closes, etc. Là où, pour l'instant, moi, c'est pas tellement le cas. Mais ouais, Mais 100%. tu, tu, tu closes en gros principalement grâce à tes calls de vente aujourd'hui ou tu as déjà closé des personnes qui sont venues juste via ta LP? Non, non, parce que sur ma LP, il y a quand même pas le prix, il y a pas un bouton acheter, c'est quand même que prise de rendez-vous. Mais j'ai eu des clients qui étaient là, écoute, en vrai, peu importe, je me doute que le prix doit être plus ou moins entre ça et ça. Je sais ce que tu fais, on y va, tu vois. C'est sympa, ça. Très sympa. Ok. Je te pose la question parce que sur la partie purement accompagnement, tu as très peu de personnes, en tout cas sur le marché FR, qui arrivent à vendre juste grâce à une LP. Genre, t'as que Kevin Dufresne, mais Ouais. parce qu'il bombarde. Et c'est plus Euh, différent formation. En plus, lui, c'est quand même du 750 € formation. Enfin, c'est même un peu différent, non, tu vois. ouais, bah, je connais pas trop, tu vois, tes pricing. T'es sur du high ticket ou t'es sur un Ouais, moi, petit c'est peu. quand même plus étiquette, genre, c'est accompagnement, entre guillemets. Alors,
change les prix, mais tu vois, genre, on va dire entre 4 et 7 000 euros pour 6 mois d'accompagnement. Et ça reste quand même du B2B, tu vois, pour l'instant. Donc, c'est pas un Ok. Kevin Dufresne qui peut te faire beaucoup, beaucoup de masse en faisant un truc à 1000 euros. Donc, c'est pour Mm. ça que je mets pas encore mes prix, parce que je pense que le high ticket, quand tu mets tes prix, c'est plus compliqué. Après, à voir, Ouais, à alors tester moi en pour vrai. l'avoir testé pour le coup sur ma LP, je te confirme, hein, j'avais beaucoup moins de prises de rendez-vous que j'avais mis Ouais, le pricing par exemple. Et j'ai fait ce constat-là, pareil sur la partie vente, parce que bah, j'ai déjà accompagné, tu vois, quelques personnes qui font de la vente de formation. Je connais pas mal de personnes dans l'écosystème et franchement, il y a très, 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 très peu de personnes qui arrivent à vendre juste avec une LP, hein, pour le ouais. coup. Genre, je pense, en fait, même, tu vois, les plus gros, genre, enfin, par exemple, tu vas avoir des personnes comme Margot Cunego, etc., qui vont faire du 300K par mois. Bah, en fait, elle vend grâce à ses bootcamps ou ses Ouais. masterclass, enfin, du live, quoi. Et tant que t'as pas le live avec la personne, les gens, ils ont un petit peu plus du mal, en fait. Et ils ont besoin aussi d'être rassurés, surtout en France. Ouais, j'allais dire, surtout en France. Enfin là, si je mets un lien sur mon profil LinkedIn en haut, c'est genre paiement 5000 euros PayPal directement, je pense que j'aurai pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Ouais. Je pense surtout que ton profil sera mis en mode arnaque à Ah oui, ouais, panne. en plus, ouais, en plus. Ouais. Mais oui, en fait, c'est pas évident, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver un petit peu à jongler entre tout ça, à faire les rendez-vous, etc. Et moi, c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai décidé, genre, de réduire un petit peu plus la partie accompagnement one-one, parce qu'à un moment, il faut absorber aussi, tu vois, le nombre de rendez-vous. Et moi, j'ai du mal à déléguer sur cette partie-là. Sur le closing, Ouais, sur le closing, j'ai essayé un petit peu, mais j'ai vraiment du mal. moi, dès que je peux, je le ferai, hein. Mm. J'en suis pas encore là, mais j'ai un palier nombre de rendez-vous, de nombre de CA. Je sais que dès que je le passe, en vrai, je vais essayer de déléguer ça. Alors en vrai, c'est très compliqué. Je sais à quel point c'est très compliqué de recruter un closer, surtout si c'est du B2B, parce que on n'est pas en train de, tu vois, de vendre un programme minceur, tu vois, à des femmes qui veulent perdre du poids, tu vois, t'es un fondateur d'agence qui a des questions précises, etc. Donc déléguer, c'est très compliqué. Mais pour le coup, je pense que moi, je pourrais et j'attends presque que ça, tu vois. Mm. Je pense que toi, sur ta partie, sur ton type d'offre, tu vois, tu vas avoir plus de facilité à trouver un closer qui Ouais, ok. puisse le vendre. Mais parce que, en fait, moi, je dirais même pas sur le titre closer, tu vois, pour ton offre, j'irais vraiment plus sur un Ouais, un commercial, commercial pur, account ouais, c'est vrai. exécutif, Ouais, account exécutif freelance. Parce que, en fait, ta part de commission, elle peut quand même être intéressante, tu vois, sur du high ticket. ouais, c'est vrai. Euh, VS, tu vois, quand tu as des offres genre à 3 000 € ou moins, en fait, le pourcentage, il est pas non plus assez élevé ou assez intéressant pour avoir des profils de commerciaux purs, quoi. Et du coup, tu es C'est vrai, obligé de te ouais. diriger vers plus, tu vois, des closers d'infoproduits ou des choses comme ça. Et c'est là où moi, en tant que commercial de base, j'ai un petit peu plus du mal parce qu'en fait, ce jargon infoprenariat, c'est pas quelque chose auquel je m'identifie forcément, quoi. Ouais, 100%. Écoute, une dernière question aussi que j'aime bien poser aux invités. C'est quoi, entre guillemets, la grosse truc qui est sur ta to-do la semaine prochaine? Enfin, Alors là, le je vais gros faire truc, entre guillemets, sur lequel tu bosses. je fais ma première conférence en présentiel Ok. le 25 septembre, donc dans 2 semaines et demie. J'ai rien préparé encore parce que je rentre de vacances. Combien de personnes? Donc c'est le plus gros de ma to-do de la semaine prochaine et j'aimerais bien aussi bah, me faire un peu accompagner, m'entraîner, etc. Parce que bah, c'est quand même ma première intervention et que j'ai envie de partager un maximum de choses et d'être à l'aise. Tu fais ça où? Tu auras combien de personnes? Il y aura à peu près 100 à 150 personnes Ok. dans une salle à Paris. Et c'est l'événement fait par Au Plus Haut Family. Je sais pas si tu as vu passer ou Non, tu as ça me dit entendu rien. parler. C'est un réseau d'entrepreneurs, en gros, qui a Ok. été Ouais. créé depuis peu, qui est tout récent. Et en fait, j'interviens avec Flavio. Ouais. euh, et j'interviens aussi, je sais pas si tu connais Akiz. Ouais, 100%, ouais. Ok, bah du coup j'interviens avec eux également et après il va y avoir pas mal de talks, de speakers. Voilà, ça va être assez cool et c'est vraiment un événement qui est axé purement sur la vente pour les entrepreneurs, pour les indépendants Ok. et
Il y a aussi Romain Bouvet, je sais pas si tu connais. Non, je connais plus tellement le LinkedIn game. D'accord, ok. Bon, bah bref, Ok, c'est un, on va dire un docteur en vente qui est assez connu, donc ça va être cool. Et du coup, voilà, donc c'est le plus gros de ma to-do là de la semaine prochaine, parce qu'il faut quand même que je me prépare, parce que j'ai jamais fait d'intervention de ce type et que bah, j'ai quand même hâte. ok, ouais. En plus, tu pourras avoir la fameuse photo où tu parles devant une foule avec un micro. Ça, sur LinkedIn, les gens aiment bien. Donc, au moins, tu pourras. C'est ça. Je pourrais changer ma photo de profil qui a pas changé depuis 3 ans. Ouais. Mais oui, franchement, Fiona, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les 6 prochains mois pour toi et pour tes business? De la croissance pour Cognito. Ok. Que je puisse agrandir aussi mon équipe petit à petit. Je resterai toujours solopreneur, je tiens à le préciser. Ok, Alors, excuse-moi, j'ai un t'inquiète. appel qui sonne, c'est bon. Euh, oui, je tiens à le préciser, je resterai quand même solopreneur, mais plus trouver, tu vois, mon pool en gros de freelance avec qui je travaille, parce que là, l'activité, elle se développe de plus en plus rapidement. Et forcément, c'est difficile en fait de trouver, tu vois, les bons profils. Là, j'ai déjà 3, 4 profils avec qui je travaille depuis un certain moment, avec qui ça se passe bien. Mais du coup, là, je cherche en gros de nouvelles personnes. Donc, c'est plus sur cet axe-là que je mets mes priorités sur les prochains mois. Ok. Et toi? Bien. Écoute, ouais, moi, ça paraît un peu cliché, mais pour le coup, pure croissance, en vrai. Avant, je cherche un peu le modèle, etc. Là, en vrai, tout est cadré. Il y a les bonnes personnes au bon endroit, les bons processus. Surtout là, tu vois, on enregistre là actuellement, ce que je pense, je vais publier ça un peu tard. On est début septembre, donc en gros, il y a un gros trimestre 4 qui en général est quand même costaud à venir. Donc là, ça va être pure croissance, on va dire. Faire ce qui marche déjà, juste faire plus. Et Mm. pas chercher à réinventer la roue, tu vois. LinkedIn, YouTube, School, Setting, Conversion, ça va le faire. Mais moi, je te suis un petit peu, tu vois, sur YouTube et Ouais. franchement, je trouve ça cool ce que tu fais. Ouais. Mm. Je sais pas si t'as vu là, aujourd'hui, j'ai sorti la plus grosse vidéo, 3 heures de formation gratuite sur l'Emlist. C'est sorti il y Ah a, non, j'ai pas encore vu. mais c'est sorti pendant le podcast d'ailleurs, parce que je l'avais programmé, c'est sorti il y a 30 minutes. Ça, pour le coup, les formats longs, je vois à quel point ça marche tellement bien. Alors, c'est Ouais, un enfer à faire. Alors, franchement, enfin, c'est un enfer, mais ça marche très bien. je vais aller voir, mais franchement, big up à toi, hein, parce que je sais que c'est pas évident, tu vois, combiner toute la création de contenu avec la création d'un accompagnement, avec l'animation de school, etc. C'est quand même pas mal de choses aussi. Et moi, je suis tout ça, donc je continuerai à suivre tout ça, mais franchement, c'est cool. Ouais. Mm. J'ai pas d'agence à gérer, hein. Ça me fait gagner pas mal de temps. Ouais, mais bon, YouTube, c'est du temps, hein. Ah, franchement, la formation de 3, enfin, franchement, en tout, je pense de mettre 3 jours en tout, je pense, pour une formation de 3 heures. Si tu veux vraiment la travailler, tu mets 3 jours à la préparer, à tourner, à monter. Bon, en général, ça vaut le coup. Tu me donneras des tips quand je me lancerai sur YouTube. Ouais. J'ai vu, t'as 2000 abonnés, mais tu fais pas beaucoup de vues, j'ai pas compris pourquoi. Ils viennent d'où? J'ai eu Tu une les as vie achetés, en d'ancienne fait. T'as acheté les youtubeuse. abonnés? J'ai été ancienne youtubeuse dans dans Ok. une autre vie. Et c'est pour ça. En fait, j'ai juste repris mon compte que j'avais Ok, ouais, c'est pour pour ça, parce que je gagner comprenais mes pas, revenus. il y avait un ratio qui était étrange entre les vues et le nombre d'abonnés. Ouais, non, non, pour le coup, YouTube, j'ai pas du tout développé encore. J'ai juste lancé, tu vois, enfin, j'ai juste publié les avis de mes clients et C'est ce une qu'il faut, vidéo ouais. vlog. J'aimerais trop, tu vois, développer la partie vlog, mais en fait, ça prend trop de temps. Donc, pour le moment, c'est en stand-by. Je fais étape par étape, au fur et à mesure. Mais pareil, en fait, pour moi, tu vois, tout est une question d'équipe. En fait, dès le moment où tu trouves une équipe de personnes avec qui tu arrives à travailler sur la Ouais. partie, tu vois, montage, publication, etc., en fait, tout repose là-dessus, tu vois. Et en fait, dès le moment où tu trouves les bons profils, c'est beaucoup plus facile aussi de développer tout le reste derrière, quoi. Mais, euh, mais il faut recruter. Ouais, sans bon. Bah, tu vois, pour le podcast, j'ai même pensé à l'arrêter la saison dernière parce que ça me prenait trop de temps. Là, en fait, je l'ai délégué. Enfin, j'ai un assistant et j'ai fait les processus. Et en vrai, là, à la fin, j'appuie sur stop. Et en vrai, tout part presque en automatique, tu vois, jusqu'au montage, etc. Et du coup, ça donne plus envie de faire de contenu, tu vois. Savoir que j'ai pas de montage à faire, pas de trailer, pas de miniature. En vrai, c'est sympa. Mais après, est-ce que le podcast, tu vois, c'est pas plus simple, entre guillemets, parce Oui, que 100%, oui. Un vlog, tu c'est n'as beaucoup pas plus trop compliqué. de cut, tu vois. Ouais, alors oui, pour des vraies vidéos, c'est plus compliqué, ouais.
genre moi, tu vois, les vlogs, là par exemple, j'étais à Dubaï et j'ai tourné un vlog là-bas et en fait, je l'ai délégué et j'ai eu la vidéo, mais en fait, j'ai dû le regarder peut-être, je sais pas, 5 fois, sachant que Ouais, c'est quand même un vlog de 30-40 minutes qu'on a pu baisser, revoir un petit peu, etc., etc. Après, il faut revoir un petit peu aussi le hook du début et en fait, il passe tellement d'heures sur le fait de repasser dessus que bah c'est quand même du temps quoi, surtout quand tu maîtrises pas trop genre le marketing, la vidéo, ce ouais, que tu veux absolument faire, ce que tu veux mettre en avant, enfin je trouve que tu vois c'est quand même tout un écosystème. Après moi je me complexifie peut-être la vie aussi, tu vois, et puis derrière il faut aussi bah pousser genre les vidéos hein, parce que bah même si tu es sur YouTube en vrai genre l'algo de YouTube il marche pas tout seul non plus, ouais. donc il faut aussi pousser, donc il y a quand même pas mal de taf autour de tout ça. Tu vois, on parlait de Marie-Christine tout à l'heure, mais bah, elle, aujourd'hui, elle est en full-time sur sa création de contenu. Ouais. Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, maintenant, son podcast, etc. Et c'est vrai que ouais, quand tu as d'autres activités en parallèle, je trouve que c'est un peu difficile. C'est pour ça que quand je vois des personnes comme toi qui développent quand même de ouf la partie YouTube et autres, bah, je sais, tu vois, tout le travail qu'il y a derrière et je trouve ça quand même très, très cool, quoi. Yes. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup franchement de l'invitation. C'était un plaisir. Peut-être prochain podcast, on se fera peut-être en présentiel un jour. Je vois que tu en as fait beaucoup en présentiel, donc ça me donne envie. Hop. Ouais, c'est aussi sympa. Bah, je te remercie beaucoup, Valentin, pour l'invitation. C'était vraiment trop, trop chouette. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Yes, carrément. Hop.